tout le monde. Merci à vous d'être ici. Voilà, super. Merci. C'est un honneur d'être présent à Troyes aujourd'hui, donc un petit changement de décor. Je ne sais pas si vous êtes d'ici, vous êtes de la région? Certains le sont ou pas? Il y en a quelques-uns, parfait. Donc aujourd'hui, on va accueillir de très intéressants invités que je vais laisser se présenter un par un. Comme ça, vous aurez une idée un peu de qui ils sont. Et on va pouvoir parler d'un sujet intéressant, surtout actuellement, qui est le financement par rapport au Web3, et on parlera également de l'IA. Donc, Neurodame, on va commencer par Nadia. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Nadia Domecq, donc je suis CEO de PayInnov. Donc, c'est une start-up spécialisée dans le paiement en crypto pour les commerçants. Donc, on va offrir aux commerçants la possibilité d'être payés par les crypto-enthousiastes qui cherchent des offres sur le marché. Merci. Mehdi peut-être. Merci beaucoup Nadia. Moi, je m'appelle Mehdi Labani, donc je suis plus ou moins multicasquette, formateur. J'accompagne les projets, c'est vraiment la tâche la plus importante que je fais. J'essaie d'organiser des événements pour essayer de faire concrétiser la décentralisation, c'est-à-dire dans les régions de France, permettre l'acculturation. Je collabore avec Finance Innovation, dans laquelle Cyril est parmi nous, et j'essaie de collaborer avec beaucoup d'entités, aussi bien institutionnelles ou autres, afin de pouvoir concrétiser les projets des entrepreneurs et porter la voix au sein des associations qui le font aussi pour nous, pour le gouvernement. Bonjour à toutes et à tous, Hassan El Bakali, donc CEO de CRS Advisory, donc cabinet de conseil en blockchain et Web3. On a une offre de service principalement sur 3 axes, donc le conseil et le développement en blockchain et en Web3, un axe formation, conduite du changement avec la Blockchain Academy, et puis prochainement un axe autour de l'incubation, qui je pense sera intéressant dans le cadre de la thématique du jour. Voilà, enchanté en tout cas. Merci, donc bonjour à tous, Michel Kazaka. Je suis fondateur de Value Chain, un cabinet de conseil aussi dans le blockchain et les crypto-paiements. Donc c'est la blockchain, le Web3 appliqué dans un métier financier, transactionnel des paiements. J'ai à peu près 17-18 ans d'expérience sur toute la chaîne de valeur des paiements bancaires. Paiements, donc Visa, Mastercard, groupe bancaire bancaire, mais aussi les grandes banques en France, en Australie, aux États-Unis, avec une expérience un peu internationale. J'enseigne aussi des cours sur les transactions sécurisées pour des masters cybersécurité sur la blockchain. Je donne aussi un master plutôt métier à la Sorbonne sur banque finance, donc le Web3 pour cette industrie-là. Je suis membre aussi du board de France Payment Forum, qui est une association des industriels de paiement, des banquiers, des Worldline, des Visa, etc., dans laquelle j'anime un groupe de travail sur les crypto-paiements, notamment aussi la monnaie numérique de banque centrale, un sujet qui peut fâcher, mais essentiel, malgré tout. Je suis un peu connu par le papier sur l'efficience énergétique de Bitcoin comparé au monde bancaire. Voilà. Merci beaucoup Michel et tout le monde. Pour ma part, Laurie Jaco, donc je vais animer cette table. Je suis ingénieur, bac et MBA à HEC Paris. Je travaillais dans différents domaines, principalement automobile. Depuis 2016, je m'intéresse au Web3, c'est pourquoi je suis ici également. Et surtout, je suis CEO d'une entreprise qui s'appelle Bounty, qui est également en recherche de financement. Donc, j'ai la tête dans le guidon depuis plusieurs mois sur ce sujet et ce sera un grand plaisir d'en parler. Pour Bounty, en 3 mots, c'est sur l'engagement utilisateur, comment redonner donc, à l'utilisateur accès et contrôle sur sa donnée et une récompense qui soit réellement liée à ce qu'elle vaut, que ce soit son temps ou sa donnée. On pourra en parler plus tard. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Dans un premier cas, d'abord, on va peut-être rappeler quelques petites bases. Je pense qu'on a dû le refaire plusieurs fois, mais sur ce qu'est le Web3, comment ça vient se différencier par rapport on va dire, au Web traditionnel, de manière à ce que déjà ce premier point soit assez clarifié. Est-ce que Michel, tu voulais commencer un petit peu à en parler? Oui, avec plaisir. Parce que je suis peut-être quelqu'un qui vient aussi du Web 2, comme beaucoup d'autres, mais on peut au moins parler de cette transition du Web 2 au Web 3. Lorsque le Web 2 il a été inventé, son inventeur, il a déjà dit dès le départ, on va pouvoir partager de l'information, on va pouvoir payer en ligne. C'est-à-dire, dès le départ, lorsqu'il a conçu le Web 2, on a vu l'e-commerce venir, on a vu Wikipédia venir. Le Web 3, il a intégré la partie d'un côté transactionnel dès le départ. Et qu'est-ce qu'il fait en fait le Web 3 par rapport au Web 2? Le Web 2, il est en mode centralisé. On voit des nœuds centraux. Il y a Google, il y a Facebook, ils ont leurs serveurs. C'est des entreprises qui rendent des services d'une façon centralisée, parfois même décentralisée. Ça veut dire qu'ils ont des serveurs à Paris, à Singapour, indépendants du serveur qui se trouve en Californie. Donc le Web 2 peut être décentralisé. En revanche, le Web 3, il est distribué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de centre.
tous les nœuds peuvent être relativement égaux. Le service peut être rendu quelle que soit l'entité centrale, elle n'existe pas en fait. Je vous donne un exemple après. Lorsqu'on va parler par exemple de kayak ou de hotel.com, il y a une entité qui va faire quoi? Qui va avoir des contrats avec les fournisseurs d'hôtels pour savoir les banques de chambres d'hôtel disponibles avec leurs tarifs. C'est une entité centrale. Elle se trouve en Espagne, elle s'appelle Hotelbeds. Tout le monde a des contrats avec elle. Et c'est eux qui se prennent à leur charge d'aller voir tous les hôtels du monde pour avoir des contrats en direct avec eux. Et il y a des entreprises derrière du Web 2 qui viennent acheter ces informations pour les revendre sur Internet. Donc c'est une entité centrale. Avec le Web 3, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus besoin de Hotelbeds. Donc c'est un leader mondial duquel on n'a plus besoin. Il suffit qu'aux banques, par exemple, viennent déposer leur disponibilité sur une blockchain, entre guillemets, sur le Web 3, ça veut dire sur Internet, tout simplement. Et tout le monde peut aller acheter, avoir des smart contrats d'accès à ces données-là. C'est un exemple juste du changement du Web 2 au Web 3. Je vais peut-être passer la parole aux autres. Tu voulais ajouter quelque chose, éventuellement? J'ai envie de rajouter quelque chose auquel j'adhère à complètement ce que l'a dit Michel. Quoique dans le Web 3, il y avait une promesse de s'approprier nos données. Même si pour l'instant, on ne se lève pas le matin en disant est-ce que j'ai les données ou pas. Mais en tout cas, la proposition de valeur du Web 3, c'est que nous avons nos données et nous pouvons plus ou moins s'approprier et de faire de ces données ce qu'on veut. Si on veut les partager, on est rémunéré. Si on ne veut pas les partager, on n'est pas rémunéré. Donc c'était la proposition, la promesse. Pour l'instant, on a des projets sur les identités décentralisées qui émergent. On a d'autres projets dans ce sens. Mais il faut reconnaître que lorsqu'on se lève le matin de bonne heure, ce n'est pas forcément la chose auquel on pense. Forcément, on pense à d'autres choses. C'est exactement ça, et finalement. Oui. J'ai un complément important de pourquoi on passe du Web 2 au Web 3. Le Web 2, il est devenu tellement saturé en termes de capacité de rajouter des couches dessus. C'est-à-dire que si vous demandez à une entreprise, changez-moi quelque chose dans le système et intégrez-le avec un autre fournisseur. Typiquement, Air France, elle veut faire un contrat avec, on va dire, Accor Hotel, une série d'Accor Hotel. Les équipes IT, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ça va nous prendre au moins 6 mois sur la roadmap. Donc vous n'allez pas avoir cette fonctionnalité en prod, ce service en production, que dans 6 mois. On va intégrer des choses, développer, tester. Ça va nous prendre 6 mois à 12 mois, parfois même plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des stacks, il y a des couches dans le Web 2. Il y a Internet, il y a le HTML, il y a les Web Apps, il y a la sécurité, il y a l'intégration de services. Le Web 3, il vient faire quoi? Il vient tasser toutes ces fonctionnalités qu'on a appris à faire sur le Web 2, il vient les mettre dans Internet par conception. Comme ça, ils sont présents out of the box. Donc ça rend plus rapide la mise à disposition de certains services. Voilà, la question se pose après, quels cas d'usage sont adaptés pour le Web 3? C'est un gros mot, c'est vraiment justement le cas d'usage. C'est un bon mot-clé qui fait que les gens, comme tu dis Mehdi, le matin quand ils se lèvent, ils ne pensent pas forcément à combien on va leur donner parce qu'ils ne sont pas éduqués forcément pour ça. Et on a également un concept de marché. Donc même Nadia pourra en parler, en fonction du marché où on se trouve, les gens n'ont pas les mêmes problématiques et pas les mêmes besoins immédiats, qui fait que du coup même l'aspect financement, parce que financement c'est large, on a un financement qui va être aussi bien sous contre-équité, qui peut être non dilutif également, qui peut être par des infrastructures, et on a également le financement communautaire. Donc est-ce qu'on peut déjà parler éventuellement de ce point-là par rapport au marché? Parce que l'état du marché actuel, quel est-il? Quels sont les niveaux d'investissement qui se font par rapport à une région, mais par rapport à un domaine également? Oui, tout à fait. Moi, je voulais quand même revenir sur beaucoup de gens. On parle de gens. En fait, on a Madame Michu et Monsieur Michu. Aujourd'hui, il est toujours accroché à son espèce, à son chèque, à sa carte bancaire. Moi, j'ai vu tout ça évoluer, arriver et prendre de l'essor. Donc, en fait, on est très peu dans ce monde à nous poser ces questions-là. Madame Michu, elle ne se pose pas la même question. Quand on lui parle déjà de carte bancaire, heureusement que les distributeurs de billets ont été disponibles pour pouvoir sortir quand même l'argent et aller acheter chez le commerçant des choses. Donc voilà, c'est vraiment une culture, une culturation à faire chez nos compatriotes, que ça soit, et nos mêmes terriens, parce que franchement, c'est une autre... on est encore, hier encore, je discutais avec quelqu'un du Sénégal, les gens sont encore des sacs de billets à mettre sous les matelas, ils ne savent même pas où aller les poser, enfin bref. Donc voilà, donc je
pense qu'on est une toute petite communauté bien pensante et qui maîtrisons, bien sûr, ce qu'on est en train de vouloir en parler, de ce qu'on voudrait dire. Moi, j'ai vécu effectivement l'arrivée d'Internet, qui était une vraie révolution. C'était les années 90. Après, on a eu la bulle Internet qui s'est rajoutée dans les années 2000. Et là, 2008 est arrivé, la blockchain a pris son essor, ou en tout cas a essayé de mettre quelque chose. Le Bitcoin s'est mis sur le marché. Personne n'y croyait. Il était à 57 centimes. On achetait des pizzas avec. Bref, c'était moi, mon fils minait du Bitcoin. Et il avait même un serveur dédié au cinéma. Il faisait du streaming. Et donc, ses copains le payaient en Bitcoin. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'impossible à imaginer. Et pourtant. Donc du coup, voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu quand même qu'on est une petite communauté aujourd'hui qui comprenons de quoi cette nouvelle génération je dirais, alors moi je l'appelle monnaie parce que moi je suis dans la monnaie, hein, je suis une ancienne d'Engenico, du GIE carte bancaire, etc. Donc j'avais ma propre entreprise dans l'encaissement et toujours le paiement. Donc le paiement, ça va être aujourd'hui toute cette manne d'argent, elle est plutôt réservée à l'achat, vente, stacking, etc. Spéculation. Et l'idée, c'était quand même de la ramener dans notre quotidien, parce que si Madame Michu, demain, ne passe pas le cap et va chez le commerçant pour payer avec sa crypto, on n'arrivera jamais à fédérer toute cette planète sur ce marché. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous la main dans la main en train de démocratiser cette affaire de crypto, parce que c'est vraiment la monnaie de demain qui n'a ni frontières, ni de vacances, ni de nuit, ni de jour. L'argent, il est envoyé d'une personne à une autre, qu'elle se trouve en Afrique du Sud, en Malaisie ou aux États-Unis. Quel que soit le moment. Donc voilà. Donc ça, je voulais déjà faire un petit très bon point, justement. Voilà, un petit point pour nous ramener à la réalité des choses. C'est ça. On a vraiment cette notion d'adoption au niveau utilisateur, au niveau de nous qui allons utiliser les services finalement proposés. Et donc certaines régions ont été beaucoup plus rapides dans l'adoption par le besoin, par rapport à des crises, etc. Donc maintenant, on a eu d'autres adoptions, vu que c'est l'innovation, ça va être par rapport aux investisseurs. Là, par contre, on se retrouve dans une période spécifique, puisque après un bull market, on se retrouve plutôt dans un bear market. L'investissement a chuté depuis 80% dans le Web3. Donc, quelle est votre opinion par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a plus de fonds? Comment faire en sorte de récolter des fonds? Des opinions à partager? Bon, sur ce sujet-là, alors l'argent, il y en a toujours. Je pense que c'est pas Michel qui me contredira. La richesse mondiale est en croissance globalement, et le cash aussi continue de progresser malgré les idées préconçues. Artificiellement, malheureusement, la fameuse planche à billets. Une fois qu'on a dit ça, donc on le voit bien, on accompagne plusieurs projets en levée de fonds. On n'est pas égalitaire. On parlait d'égalité, mais on n'est pas non plus égalitaire sur notre capacité à pouvoir attirer des fonds. Alors des idées, il y en a beaucoup. Après, l'exécution joue aussi un rôle fondamental là-dedans. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, en effet, l'attrait des capitaux n'est pas le même. On le voit aujourd'hui en Europe, il y a un assèchement assez important des capitaux. C'est pas pour ça que des projets n'arrivent pas à lever des fonds. Il y a des exemples récents intéressants sur lesquels on pourra revenir. On voit aussi qu'il y a des territoires qui ont aussi, on va dire, leur propre caractère. Pour certains des projets sur lesquels on lève actuellement des fonds, on voit bien que si on veut parler à des VC qui sont plutôt aux États-Unis, si le projet n'a pas un impact fort sur le continent, ça ne les intéressera pas. A contrario, on travaille sur un autre projet sur lequel on est en train de chercher un cofinancement entre des VC européens et des VC au Moyen-Orient. On voit bien qu'au Moyen-Orient, les indicateurs utilisés pour pouvoir appuyer une levée de fonds ou un investissement ne sont pas ceux que l'on voit en Europe. Donc là aussi, on n'est pas égalitaire. De l'argent, il y en a. Les flux monétaires mondiaux continuent de croître. Mais en effet, ce qui va rester fondamental pour pouvoir lever de fonds,
qu'on le veuille ou pas, ce sont les fondamentaux du projet. Alors, je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la table ronde, mais quel est le produit que l'on va mener, avec quelle équipe, quel fondamental derrière, ça reste la base pour lever des capitaux où que vous soyez dans le monde. Ça, en tout cas, je peux vous dire que ça ne change pas. Ce qui joue beaucoup. Donc en effet, il y a la notion d'avoir de l'argent, il y a aussi l'exposition au risque qu'on veut avoir et comment, du coup, par rapport à ce risque, on souhaite s'y exposer. D'ailleurs, est-ce que Mehdi, tu voulais en parler un peu plus sur l'aspect, justement, comment défendre son idée, son pitch? Merci beaucoup. En fait, je prends le relais de ce que Hassan vient de dire, en complément, parce qu'on est alignés. Maintenant, pour lever des fonds, avant, il y a quelques années, c'était le projet. Qu'on soit une personne ou deux, peu importe. Il faut être charismatique, avec une bonne PowerPoint, et on peut lever des fonds. Maintenant, les investisseurs ne sont plus dupes. Ils cherchent toujours à réussir tout ce qui concerne l'exploitation du projet. Et ils regardent d'abord l'équipe, c'est pas important. Il faut qu'il y ait une équipe complémentaire, parce que parfois, il y a des clones, 3-4 personnes de la même école, des polytechniciens, c'est vraiment le même profil. Maintenant, les investisseurs veulent chercher dans le marketing, ils veulent avoir quelqu'un qui essaie de travailler la communauté et surtout une personne qui est capable de faire de l'exploitation commerciale. C'est-à-dire chercher à produire le projet, à le développer et pas seulement lever des fonds pour lever des fonds, pour lever des fonds, pour lever des fonds, parce que parfois, la plupart des entrepreneurs n'ont pas donné un bon exemple lorsqu'ils lèvent des fonds. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Donc, ils n'essayent pas d'être de bons gestionnaires de bonnes familles. Et finalement, leur focus, c'est la deuxième levée de fonds. Alors que normalement, un bon projet, les fondamentaux, comme dit Hassan, et je suis d'accord, il faut absolument que le projet réponde aux fondamentaux de la gestion. Donc, pour réussir une levée de fonds, il faut absolument que ça réponde à des cahiers de charges bien précis, entouré d'une belle équipe, entouré autour d'une idée qui a son marché, parce que si on a la belle équipe et on n'a pas du tout le bon produit au bon marché, eh ben on rate la cible et des investisseurs ont raison d'être exigeants. Aussi, je souligne qu'on n'est pas égalitaire. Il y a des régions qui arrivent à lever des fonds plus que d'autres. En Europe, ils sont même maintenant en retard à d'autres régions. On pensait qu'en Europe, il y a de l'argent à fond. C'était vrai pour tout ce qui concerne les institutionnels et les achats des obligations des banques. La Banque centrale achète à des coûts de milliards. Maintenant, les entrepreneurs, pour lever 1 million, ils galèrent. Mais la bonne idée, c'est qu'il faut viser les investisseurs au niveau mondial afin de pouvoir augmenter leurs chances de lever des fonds et pouvoir produire un projet qui a une chance d'exister. Et on pourra développer par la suite. Merci beaucoup. Donc, ça a rajouté ou... Sinon, on peut continuer. Je rajouterais juste que au niveau des investisseurs, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, effectivement, une très bonne équipe, un très bon projet, un marché, etc. Mais ils cherchent aussi que ce projet-là a déjà été déployé et dispose déjà de clients potentiels, en tout cas de clients tout court, pour pouvoir s'aventurer. Ils ne veulent pas juste un POC, ils ne veulent pas juste une solution. Ils veulent qu'on ait déjà du chiffre d'affaires, et ça, je peux vous le dire à titre perso, puisque PayInnov aujourd'hui, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on a développé donc, une solution de paiement à destination des commerçants, comme je vous le disais, et aujourd'hui, tout a été développé en fonds propres. On n'a pas réussi à ce jour à trouver des investisseurs pour nous accompagner et accélérer notre développement, surtout commercial. Donc, on a trouvé quand même une solution. Aujourd'hui, c'est d'aller à l'étranger. On a été donc aujourd'hui au Brésil. Et au Brésil, on a lancé notre ICO. Et là, on a un token donc, qui fonctionne. Et là-bas, puisque vous le savez, ces pays-là, d'ailleurs l'Afrique aussi est concernée, tous ces pays-là, il y a soit la non-bancarisation des personnes, soit tout simplement leur monnaie est très fluctuante, voire même complètement dévalorisée, notamment l'Argentine, bien sûr le Brésil, l'Afrique aussi qui souffre de ça. Donc en fait, il y a des solutions. Ces solutions, c'est de se prendre par la main et de faire sa propre levée en fait. C'est presque ça la solution. Si on n'arrive pas aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, l'Europe est un petit peu est gelée, hein, et en crise un petit peu. Hein, voilà. Donc il y a de l'argent ailleurs. Hein. Il y a de l'argent aussi certainement dans le Middle East. Il faut y aller. En fait, il faut sortir de la France pour aller chercher de l'argent à l'extérieur. Ça synthétise quelques points intéressants qu'on a mentionnés juste avant.
Donc d'une part, l'ouverture, la décentralisation qu'on a, il ne faut pas se limiter à l'endroit où on est actuellement, il faut voir où est-ce que les gens ont besoin de nous, de notre solution. Les VC, finalement... Oui, vas-y. Je voulais juste rajouter que tout ce qu'elle a dit Nadia est vrai, mais ce qui est un peu sous le signe de l'hypocrisie, une fois que le projet fonctionne, les acteurs et les investisseurs français sont les premiers à taper à la porte. Tout à fait. Donc quelque part, le message n'est pas négatif, il est juste au démarrage que les entrepreneurs galèrent, mais une fois que le projet réussit à se propager, à avoir une base de clientèle, là, tous les acteurs d'investissement français sont là. Hein. Parce qu'en soi, on a c'est encore l'autre point qu'on avait mentionné un peu avant sur l'exposition au risque. C'est-à-dire que le fait d'avoir des chiffres, on va plus être sur de la croissance, on va essayer de comprendre le potentiel. Alors que dans le premier cas, là où on est plus sur de la promesse, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que va pouvoir faire potentiellement l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter, donc c'est une autre forme d'exposition au risque, c'est une autre forme d'investisseur. Et donc dans ce cas-là de Brésil qui est intéressant, c'est que ce sont des utilisateurs potentiels qui comprennent le besoin réel et immédiat. Oui. Et on a également ce type d'investissement des fois en entreprise, qui va se faire parce que ils n'ont pas de chiffres actuellement, mais ils ont une promesse. Je vais peut-être en parler un petit peu, Michel. Oui, tout à fait. D'abord, je précise qu'avec Nadia, nous sommes tous les deux à France Payment Forum. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et donc, je vais témoigner du niveau du skin in the game que Paynov a mis sur sa proposition de valeur et l'exposition qu'elle a vis-à-vis des banques, typiquement dans un groupe de travail amical avec les banquiers. Ils veulent rien entendre parler de ce qu'elle fait. Rien entendre parler. Rarement une opportunité d'exposer même son cas d'usage. C'est à ce point. Comment vous m'appelez la courageuse? Oui, elle est très courageuse. Hein. Elle est très courageuse à ce qu'elle fait. Donc voilà, ça vous donne une idée de l'état mental des banques. D'ailleurs, les banques, ils ont une bonne stratégie en faisant ça. Malheureusement, je dois en témoigner. Rappelez-vous, lorsque les néobanques sont venus, les banques n'ont rien fait. Ils ont dit, tout le monde disait, les néobanques vont tuer les banques, les petites banques en ligne qui n'ont pas d'agence, etc. Les banques, elles ont regardé ça. Pourquoi voulez-vous que j'investisse là-dedans, hein? Je les laisse se casser la figure ou apprendre avec leurs erreurs. Et lorsqu'ils seront matures, je les achète. Et Boursorama, c'est une filiale de la Société Générale. Voilà. Donc les banques ont cette stratégie. Donc à la rigueur, pour répondre à la question, la meilleure stratégie de levée de fonds, ce n'est pas forcément toujours chez des VC ou chez des banques. Malheureusement, la meilleure, c'est chez des clients. Et donc il faut trouver le cas d'usage qui a des clients. C'est Bill Gates, il a fait ça pour créer Microsoft. Hein. Je ne peux pas dire pareil pour plein d'autres, mais il y a des exemples concrets où la meilleure levée de fonds, c'est le client. Vous trouvez 1-2 clients qui vous financent une partie du seed, vous avez du skin in the game, et c'est exactement ce que fait Paynov d'ailleurs. Ils ont beaucoup de skin in the game, ça, je peux en témoigner. C'est ce qui fait que vous aurez une opportunité d'avoir après un succès. Je vais faire un témoignage dans les entreprises, mais je vais d'abord faire une analogie avec ce que SpaceX et Elon Musk ils ont fait. C'est vraiment flagrant. Le gars, il a créé PayPal au début. Ça s'appelait X.com au début. Son collègue, son partenaire l'a sorti, c'est devenu PayPal. Il est revenu à la revanche, il a racheté PayPal. Il a même racheté Twitter et il a changé son nom pour l'appeler X. Mais son histoire dans SpaceX, elle est incroyable. Il avait peut-être 100 millions d'euros. Il a dit, je vais faire des fusées avec ça. On va concurrencer seulement la NASA et seulement la Russie et Aérospace européen. Il ne savait rien faire, c'était un développeur. Hein. Donc comment un développeur veut lancer des fusils pour aller en Mars? Il a dit, voilà, j'ai peut-être 3 tentatives à faire. La NASA, moi je connais bien la méthode des gens qui ont étudié à la NASA. Lorsqu'ils font un projet, ils étudient tout sur papier. Tout. Donc il n'y a pas une marge d'erreur qu'ils laissent dans le système qu'ils créent. C'est pour ça que la NASA, elle est hyper fiable, et malgré ça, ils ont eu des fusées qui ont explosé. Alors, l'approche de Elon Musk, elle est à l'inverse. Elle a dit, je veux juste essayer. Oh, ça va exploser, hein. Ça, je le sais d'avance. On ne va pas s'inquiéter. Le premier fusée va exploser, le deuxième aussi. Il a dit à toutes ses équipes, j'ai 3 tentatives, j'ai pas d'argent plus, j'ai pas plus d'argent. La 3e, elle a explosé aussi. Et c'est maintenant qu'il est parti voir la NASA, il a dit, je veux un contrat. Et il a eu le contrat, parce qu'il a appris de 3 explosions, et il a fait mieux qu'eux ce qu'ils faisaient, avec tout leur savoir-faire derrière. Donc voilà, c'est cette approche-là que le Web3, on va dire, start-upper doit prendre à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur de l'entreprise. Intérieur, ça veut dire il est consultant, hein, il veut faire de l'intrapreneuriat, ou à l'extérieur, il veut créer son entreprise, il doit trouver le client. Alors je peux en témoigner parce que moi, j'ai trouvé des clients comme ça dans mon entreprise. J'étais dans des grands cabinets de conseil avant de créer mon entreprise. Et comment j'ai développé des offres blockchain et crypto-paiement, j'ai trouvé des clients. Il fallait les convaincre.
Et comme ça, vous obtenez des budgets. Parce que d'un côté, il y a le client qui paye. Et de l'autre côté, vous avez votre CEO qui vous dit recrute quand même une petite équipe. Là, on va tester, on va donner un petit objectif faible la première année. Et est-ce que tu sauras le faire comme ça? Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, le coup de Microsoft m'a fait penser également à Apple, qui, si je ne me trompe pas, avait un bug au moment de la démonstration. Donc finalement, ils ont réussi à vendre à beaucoup de personnes sur une vidéo préenregistrée qui feintait de copier. Des fois, il faut des astuces. Hassan, tu voulais ajouter des choses? Alors, peut-être pour structurer, peut-être pour ceux d'entre vous qui ont besoin, là, après, soit vous êtes déjà lancé ou vous avez besoin de vous lancer. Alors bon, vous avez compris les principes de base, un projet qui tienne la route, un product market fit, donc un produit qui tienne la route, on va dire une étude quand même de marché qui tienne la route, une équipe complémentaire comme l'a rappelé Mehdi, etc. Idéalement des clients si on en a qui veulent bien payer sans qu'on ait développé le moins de chiffre d'affaires, mais bon, ça arrive. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'il y a quand même des étapes un petit peu clés qu'il faut garder en tête. Les outils de développement de votre société ne sont pas les mêmes en fonction de l'étape dans laquelle vous êtes dans votre projet. Ça, c'est vraiment important. Déjà, un premier élément, soyons clairs, si vous voulez lancer un projet et mettre 0 € dedans, soit vous avez déjà un passif d'entrepreneur, un nom, ou un père, ou des parents, ou une famille, et vous allez lever des fonds. Mais si vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est le vôtre, et vous ne faites pas comme un élève, vous voulez mettre 0, c'est en clair, vous ne serez pas crédible. Qu'on le veuille ou pas, enfin, si quelqu'un d'entre vous a l'expérience d'avoir levé sa boîte, avoir mis 0 € sans passif, et vous avez levé des fonds, venez me voir, je serai ravi de travailler pour vous, ou mieux avec vous. Donc, je pense qu'il faut montrer qu'on croit soi-même dans son projet. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont y aller avec le couteau et la fourchette et ça va le faire. Il faut croire dans son projet et donc, qu'on le veuille ou pas, il faut mettre un petit peu d'argent. Si vous n'avez pas d'argent vous-même, la première étape de développement de votre activité, c'est ce qu'on va appeler le communautaire. Le communautaire, c'est le proche, le lointain, c'est le love money. Okay, c'est l'argent de proches, de clients, de gens qui vont croire dans votre projet. Il faut ça. Parce que même si le POC ne fait pas la levée de fonds, à un moment donné, il faut quand même tester sa fusée. Elle va peut-être exploser 3 fois, mais il faut aller sur le marché. Le POC, la démo. Cette étape-là, vous ne pourrez pas faire sans. Parce qu'à nouveau, je n'ai pas vu, en tout cas, de personnes capables de lever des fonds pour déployer. Parce que développer un projet, c'est une chose. Après, il faut le déployer. Nadia, je pense qu'on est bien à ça aussi. Et personnellement aussi. Donc, il y a cette première étape vraiment à ne pas louper. Et après, la question qui va se poser à vous quand vous aurez un POC, et partons du principe que c'est un bon produit, qu'il y a un market fit, que vous avez la bonne équipe, à ce moment-là, il faut savoir pitcher, ça c'est évident. Mais sur cette étape-là, après, il faut poser la question de comment vous voulez avancer. Comment vous voulez avancer et déployer votre capital, déployer votre projet, parce que la structure d'actionnariat de votre projet va être influencée sur la manière dont vous allez piloter votre levée de fonds. Une ICO, par définition, c'est du token. C'est une manière assez simple et rapide pour peu qu'on suive, on va dire, ou qu'on passe à travers les gouttes du réglementaire pour lever beaucoup d'argent rapidement et accélérer sur une croissance. Mais on n'a pas tous les moyens de le faire, on n'a pas tous les moyens d'aller au Brésil. Donc si on reste dans des zones plus proches, la réalité c'est il faut accepter d'être dans du dilutif, ou alors une autre étape. C'est ce que nous on fait par exemple sur quelques projets, mais pour être transparent, on l'a fait sur 1 ou 2 projets sur une centaine qu'on a vus. On fait de la tech for equity. Nous, on est un cabinet de conseil et de développement. Donc, en effet, on voit des projets et on prend le pari de faire le projet avec eux. Bien sûr, c'est du tech for equity. Donc, il n'y a pas de retour au sens cash du terme directement fait. Mais je peux vous dire que vous avez, là, on peut vous en parler en connaissance de cause, hein, vous allez pitcher les investisseurs en disant la tech, c'est-à-dire que le développement de l'infrastructure est pris en charge de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est l'infrastructure, le front-to-back, tout le satellite, le KYC, le paiement, le legal. Si vous allez voir un investisseur en disant ça, c'est derrière moi, déjà, je vous dire que les portes vont s'ouvrir. Okay, ils n'ont peut-être pas encore mis de l'argent, mais les portes s'ouvrent et en tout cas, les discussions ont lieu. Donc, ça va vraiment dépendre de votre étape de développement et ça va dépendre ensuite des outils, des leviers que vous avez. Donc, je m'arrêtais là pour peut-être laisser Mehdi compléter ou d'autres, mais en tout cas, pensez bien qu'il n'y a pas qu'une seule trajectoire et je veux vous inviter à croire en votre produit et projet. Et ça veut dire mettre des fonds propres, sinon vous ne serez pas crédible. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hassan. Donc je vais faire un complément. Il y a un cas particulier, vraiment, vraiment particulier, qui peut être un peu différent à exploiter lorsque l'équipe développe un projet eux-mêmes
tech, c'est-à-dire c'est des devs. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y avait 2 personnes que j'ai connues. Ils ont développé un protocole, Index, pendant 2 ans. Ils sont partis voir des investisseurs. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont dit le langage suivant. Nous, c'est des devs, 200 000 euros par an. On est 2, 400 000 fois 2, 800 000. Nous valons 800 000, nous avons besoin de quelqu'un qui nous accompagne. Ils ont pu lever des fonds parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hassan. Si on n'a pas de fonds, on ne peut pas. Mais des cas particuliers auxquels l'équipe elle-même, c'est elle qui a fait le plan de développement de dev. Mais ce n'est pas tous les projets Web3. La plupart des projets Web3, ce n'est pas des développeurs parce que la chose qui coûte le plus d'argent lorsqu'on veut démarrer, c'est la partie dev et la partie réglementaire qui n'est pas à ignorer. Donc les coûts des avocats qui sont imprégnés dans le Web3, ils ont saisi l'opportunité, tant mieux pour eux. Et finalement, c'est eux qui accaparent les premiers 50 000 ou 60 000 euros de départ. En fait, au début, c'était la partie conseil. Maintenant, c'est la partie réglementaire qui accapare la plus grande partie. Et après, bien entendu, il y a une partie de non-dilutif, les subventions qu'il faut absolument aller chercher. Et ça permet justement de donner un peu de confort au projet au début, afin de pouvoir donner une chance d'exister, une chance de concrétiser le projet. Merci beaucoup. En effet, c'est par rapport à ce que disait Hassan, c'est-à-dire qu'il y a le financement, c'est de l'argent pour financer des services. Donc au final, avoir de la tech en retour, c'est une première part de financement que l'on obtient. Des fois, c'est pareil pour de la partie régulation. Si on peut avoir ces supports, donc des fois, c'est s'entourer de personnes qui pourront nous aider, permet de réduire ses coûts. Et pareil, l'aspect POC est très important à mettre en place. Après, il faut faire preuve d'imagination, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à développer une application entière pour la tester. Ça va être des choses peut-être beaucoup plus simplifiées. Sur du paiement, peut-être que ça va être simplement à l'entrée, vous proposer directement, au lieu de payer l'entrée en cash, de proposer de faire un virement sur le wallet, parce que vous êtes un minimum éduqué, vous savez après comment ça fonctionne au niveau de ça, et ça permet de mesurer une première appétence, avoir un premier fonctionnement. Et ça n'a pas un coût imminent, enfin très important en tant qu'entrepreneur au début de faire ça, de juste poser quelques questions autour de vous. Donc il faut faire preuve beaucoup d'imagination. Tu veux ajouter quelque chose, Michel ? Peut-être un complément sur la partie conformité. Chez ValueChain, on accompagne plusieurs exchanges crypto en France, déjà PSAN, sur le volet conformité. Donc on sait très très bien combien ça pèse. Ce n'est pas le sujet le plus joli duquel on parle en général, la conformité. Parler de TRACFIN, parler de la CPR, parler de l'AMF, des agréments maintenant et de MiCA qui viennent, mais malheureusement quelqu'un doit faire ce job nécessaire, je ne vais pas le qualifier autrement, c'est un job malheureusement nécessaire. D'abord, je rassure sur la partie transactions illicites sur le crypto et le Web3. Pour ceux qui ont encore cette question en tête, sachez juste qu'il y a 0,24%, 0,24% de transactions qu'on peut taguer illicites, je vais expliquer après c'est quoi, contre 5% en euros ou en dollars. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit le Web3 il est sale, juste oubliez la personne ou la question elle-même. Eh bien, malgré tout, il y a des réglementations assez lourdes qui s'imposent et ça coûte très très cher. Donc il faut vraiment être accompagné lorsque vous vous lancez dans un projet Web3 pour étudier les impacts et les contraintes crypto sur ce sujet. Merci beaucoup. Il y a un autre point également, c'est qu'on a parlé de services, on a parlé de financement par la communauté, de financement également via des entreprises qui pourraient nous payer en tant que clients, des financements via des VC. Mais il y a d'autres points, c'est le pays dans lequel on est, qui apporte également des fois des financements. Donc on connaît probablement pour la plupart des gens la BPI France, qui ont mis en place donc des bourses. Il y a des bourses également par région. Donc je ne connais pas particulièrement celle au niveau de Troyes, mais faire tout un benchmark pour comprendre un peu ce qu'il y avait. Donc il y a des propositions, des aides qui sont non dilutives, qui permettent également d'avancer. Tu veux avancer un peu sur ce sujet ? Oui. Alors, c'est un sujet important, ce sont les fameux subsides d'État, donc nos impôts. La règle de base de tous ces organismes-là, c'est 1 euro de subside pour 1 euro dépensé. Donc, à nouveau, je reviens à ce que je dis au départ. Si vous ne mettez pas votre euro, vous n'aurez pas 1 euro de nos impôts. Gardez cela en tête. There is no free money. Okay, donc ça, c'est vraiment important. BPI est là, les aides régionales, il y a pas mal d'aides aussi de financement à l'innovation européenne. Aucune d'entre elles, si vous en connaissez une à nouveau, venez m'en parler, ne vous donnera 1 euro si vous n'avez pas mis 1 euro de votre poche. Okay, en tout cas, si elle existe, dites-le moi, c'est le pays magique. Donc, il y a vraiment cet élément-là fondamental. Donc, de toute façon, vous devrez passer par la case, je dois générer, donc soit via ma communauté ou via une ICO ou via des business angels ou des VC,
donc de la capacité à investir, pour aller le plus vite possible générer le premier euro de chiffre d'affaires. Avec une règle fondamentale, et c'est là où, par exemple, un cabinet comme le nôtre, on voit en tout cas qu'on arrive à faire des choses que d'autres n'arrivent pas, c'est qu'on prend un engagement sur l'exécution des projets. Parce que des founders, il y en a beaucoup, des idées brillantes, il y en a beaucoup, mais les VC ont compris aujourd'hui que c'est bien de mettre l'argent, c'est mieux si on est certain que le projet aille à son terme. Pas d'un point de vue commercial, ça c'est pas mon problème, mais d'un point de vue en tout cas informatique et d'un point de vue delivery. Après, donc nous, on fait, comme je l'ai dit, de la tech for equity sur des projets dont on croit commercialement au succès. Je vois là Vincent, alors on n'est pas associé aujourd'hui à Selfbar, mais c'est un super projet dans la tech et commercialement. Mais en tout cas, c'est des projets qui ont du sens commercialement. On peut avoir cette approche-là. Et dernier point, avant de passer le relais, une fois qu'on dit ça, il faut générer, Grégory, il faut générer le premier euro de chiffre d'affaires et démontrer à vos investisseurs que vous savez délivrer un projet. Un projet qui crame 100% de son budget projet pour sortir un premier proto, c'est mort. Dans la notion de projet informatique, il y a la notion de MVP, Minimum Viable Product. Il faut que vous ayez cramé 25 à 30% de votre projet informatique pour aller tester vos hypothèses, pour les vérifier que la fusée au moins elle décolle. Si vous avez cramé 100% et qu'elle ne décolle pas, arrêtez, changez de taf. Franchement, mais donc il faut optimiser ce chemin critique. Il faut aller générer le premier euro de chiffre d'affaires avec 25 à 30% de votre budget projet. Sinon, si vous allez voir derrière des investisseurs, la NASA, ils vont dire vous n'avez encore rien démontré. Importance du runaway. En termes de temps, on va commencer à être un peu court, je crois. Non, ça ira, il nous reste encore quelques 5-10 minutes et on pourra donner la parole. Poser quelques questions. Il y a un dernier point encore, au niveau investissement, pareil entreprise, mais on parle de Web3, on parle du coup d'infrastructure. Il y a des Layer 1, il y a des entreprises qui justement ont des écosystèmes qui se développent, donc il y a aussi une notion de grants qui pour le coup là ne demande pas forcément toujours un investissement initial. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'explorer un peu ces sujets-là, si vous voulez en parler un petit peu également. Effectivement, je vais commencer, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc il y a différents types de projets. Il n'y a pas forcément l'unanimité. Il y a des projets qui ont été publiés et publicités. Je me rappelle, il y a 4 ans, lorsque vous mettez dans le projet NFT, l'investisseur va danser la Zumba et il va dire, voilà, venez me voir, parce que j'y crois. Après, quelques mois plus tard, c'est devenu les mots magiques à éviter dans les projets. Maintenant, on a la hype de l'intelligence artificielle. On a forcément des projets auxquels d'autres investisseurs qui viennent du Web 2. Maintenant, il faut absolument comprendre qu'il y a des bons investisseurs qui ont de l'argent, qui aimeraient bien avoir un pied et 3 orteils dans le Web 3, qui viennent du Web 2, qui n'ont pas les mêmes réflexes, qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes, qui n'ont pas les mêmes structures. Moi, j'ai accompagné un projet qui a voulu acheter une entreprise dans le Web 3. C'est des entreprises c'est des entreprises classiques, traditionnelles dans le conseil, dans lesquelles le chiffre d'affaires des centaines de millions d'euros. Dans le Web 3, on n'a pas ça. On n'a que quelques exemples, quelques licornes et quelques entreprises qui ont des centaines de millions d'euros. Sinon, la majeure partie, c'est quelques millions qui ont été gonflés par le levée de fonds. Donc il y a des projets qui viennent du Web 2, donc il fallait les voir, comme l'a dit Michel tout à l'heure, il faut aller les voir, il faut aller exprimer cette proposition, il faut faire le vernis IA, mais pas le vernis pour décorer le projet, il faut que ce soit vraiment un projet d'étudier. Et moi j'ai vu, je ne suis pas le seul, d'avoir dans la plupart des events, d'ailleurs d'être présent dans ce genre d'events, c'est un moyen de insuffler de l'énergie pour les investisseurs. Lorsqu'on dit on est à un tel event, à telle région, l'investisseur, il dit, le porteur de projet, il est dynamique, il rencontre la clientèle, il n'a pas peur de voyager, il n'a pas peur de rencontrer sa future clientèle, donc il peut développer certaines choses, donc je peux y croire. Donc il y a pas mal de choses additionnées bout à bout qui fait que le projet soit intéressant. Bien entendu, il y a des projets de paiement crypto qui sont à part, sont compliqués, parce que ça dépend d'une force qui essaie de les bloquer, qui ne dépend pas de l'intelligence de l'équipe de projet. Et Nadia est le meilleur exemple. Donc on a des projets auxquels moi j'y crois, auxquels la proposition de valeur elle est meilleure, auxquels l'équipe ils sont d'une intelligence incroyable, mais ça bloque. Par contre pour les autres projets, maintenant on a l'intelligence artificielle. Comment on peut aider une entreprise de défendre, par exemple, la propriété intellectuelle? C'est un vrai besoin. Donc, il y a des entreprises qui travaillent dessus. Et si vous allez le voir en disant, j'ai le process qui permet de faire l'horodatage, qui permet de faire la sécurité, qui permet justement de fixer et d'améliorer le contrôle de la propriété intellectuelle, je lance dans le pavé, dans la salle, cette proposition de valeur, il y aura des entreprises qui vont dire, oui, ça nous intéresse.
on aimerait bien entrer dans votre capital, on aimerait bien investir. Donc il y a des nouvelles opportunités, mais qui viennent du Web 2, c'est-à-dire les grands qui ont fait leurs preuves, qui veulent absolument exister avec une proposition de valeur innovante et qui peuvent exister. Donc il ne faut pas qu'on reste dans la petite bassine Web 3 et dire il n'y a pas d'argent. On essaie plus ou moins de sortir de cette conférence avec une note positive. Mais si on reste inerte en disant je vais voir avec mon PowerPoint, c'est clair que les portes se ferment. Il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas. Et je suis tout à fait d'accord avec Hassan. Si on fait un projet par lequel on crame 100%, sans forcément on a une clientèle, sans forcément qu'on a des signatures, il est clair que le projet il est mort. Il faut voir autre chose, il faut faire autre chose. Je veux dire aussi que chaque projet se doit de répondre à une problématique, à résoudre un problème. C'est pas juste mettre une technologie pour mettre une technologie. Donc, que ce soit pour l'IA ou le Web3, vous voulez ajouter quelque chose de votre côté ou... Sinon on peut passer aux je voulais questions. juste rajouter qu'il y a aujourd'hui aussi, même en France, et surtout en France, peut-être tout ce qui est subvention, notamment la BPI, hein, qui, quand vous allez la voir pour la première fois, elle peut vous, avec votre projet, bien sûr, auquel elle y croit, vous octroyer des bourses, la bourse par exemple la BFT, la bourse French Tech, qui est de l'ordre de entre 30 et 90 000. Ça peut donner aussi un peu de grain à moudre pour pouvoir se lancer. Après, vous avez les réseaux entreprendre aujourd'hui en France qui peuvent justement vous accueillir. Et là, du coup, c'est pas de la subvention, mais c'est du prêt à taux zéro. Donc ça aussi, ça existe. Et ça existe dans toutes les régions, toutes les villes. Et enfin, vous avez les régions aussi qui peuvent prêter aussi de l'argent à taux zéro aussi, si le projet leur convient. Et puis, vous avez toutes les... Voilà, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, voilà, ça dépend des projets. Et c'est vraiment le projet, comme disait Hassan, qui est le fer de lance de la chose. Si vous avez un projet qui est d'avenir, qui répond à un besoin, parce qu'un projet, c'est quoi? Il faut que ça réponde à un besoin. Sinon, ça n'existe pas. Donc, s'il y a vraiment un projet qui répond, je pense que oui, on peut trouver, pour démarrer en tout cas, des choses qui vont pas, c'est pas des millions, mais en tout cas, ça peut vous donner une certaine chance de continuer. Juste une petite chose, je vais passer la parole à mes collègues. Le marché de la subvention, c'est un casse-tête chinois qui dépasse son nom. Même à la BPI, ils ne maîtrisent pas tout. Donc ça change tout le temps. Dans les banques, elles ne maîtrisent Voilà. pas tout. En fait, j'ai assisté une fois à une petite conférence au ministère qui disent qu'il y a des subventions européennes qui ne sont pas prises par les Français. C'est incroyable. C'est les Espagnols, champions du monde, et les Allemands qui arrivent à trouver. Et c'est de l'argent, en plus ce que je dis à Hassan, c'est l'argent qui n'a pas qui n'a pas d'adossé à d'autres. C'est vraiment de l'argent gratuit, Oui. entre parenthèses. Mais l'énergie, l'effort, l'information, il faut vraiment dire bonjour pour la trouver, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, même, je disais, même pour les banques, et parfois, vous êtes une start-up, vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, bien sûr, et vous voulez emprunter de l'argent. Ils ne comprennent pas ils ne savent pas, en tout cas quelques-uns, je pense qu'il y a quand même ceux qui sont au courant, ils ne savent pas qu'il y a le fonds européen d'innovation, par exemple, le FEI, qui les garantit. Ils peuvent vous prêter de l'argent avec ce fonds qui vous garantit. Et donc, pour eux, c'est du 100%. Si jamais votre projet n'aboutit pas, ils sont garantis par l'Europe. Donc, en fait, voilà, il y a des choses. Il faut vraiment être au charbon et au four et au moulin pour chercher toutes ces subventions possibles, imaginables, parce qu'il en existe, mais c'est chronophage. Ça, c'est sûr. Au final, vous investirez toujours quelque chose, ça va être votre temps. Est-ce que je peux commenter sur le Vas-y. grant? Oui. Parce que... On peut détourner, en effet. Alors, tu as posé la question des grants. Donc, les grants, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est généralement blockchain, layer 1, voire layer 2, qui veulent absolument ramener des projets chez eux. Polygon Labs, BSC, etc., Tezos, voilà. Donc, l'idée est bonne. Moi, en tant que conseil, je n'irai jamais chercher de l'argent à quelqu'un qui va m'imposer une techno. Pourquoi ? Parce que je pense que tout le monde l'a dit ici, le projet, le fondamental, le problème que l'on résout. Si vous savez quel problème vous allez résoudre, vous savez
quelles sont les blockchains qui sont les mieux architecturées pour répondre à votre problème d'un point de vue décentralisation, sécurisation, résilience, performance, etc. Et donc votre projet, il va fonctionner sur certaines blockchains et pas sur d'autres. Allez donc, pour développer votre projet, accepter de l'argent d'une blockchain et donc être forcé d'être calé sur cette blockchain à titre de conseil personnel. Soit vous avez du bol et c'est celle qui vous veut et c'est votre projet qui est le plus efficace dessus. En tout cas, je ne pense pas que c'est... En tout cas, le raccourci le plus... C'est peut-être le meilleur raccourci, mais c'est sans doute pas celui à prendre. En complément aussi sur... pour qu'un projet ou pour qu'une équipe devienne un aimant pour l'argent, pour les fonds, pour les clients, pour la réussite, pour moi, voici mes 3 règles d'or. Mes règles d'or, la première, c'est comprendre d'abord qu'un projet n'est pas un projet Web3 et n'est pas un projet IA. C'est un projet de cas d'usage, c'est un projet qui répond à un besoin marché. Alors, il peut soit créer le marché, et ce n'est pas impossible. Au contraire, c'est même souhaitable. C'est parce que ce n'était pas possible avant, et le Web3 le rend possible. Ce n'était pas possible avant, le Web3 et l'IA le rendent possible. Mais ce n'est jamais un projet de Web3 ni d'IA. Moi, j'ai appris ça en créant mes offres blockchain. Je ne les appelais pas des offres blockchain. Ça n'a pas de sens. Le client, je vais aller voir Visa ou carte bancaire ou Apple. Je ne vais pas leur dire je veux faire de la blockchain. Je veux faire du C# ou je veux faire du Java. Ça sert à quoi ? Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin du cas d'usage. Donc ça, c'est la première règle d'or. Deuxième règle d'or, c'est comprendre la place du Web3 par rapport à l'IA. Je suis désolé, je vais faire une toute petite parenthèse rapide. Le Web3, c'est une révolution infiniment plus profonde que l'IA. Pour les gens, ce n'est pas clair ce que je vais dire. Ce n'est peut-être pas évident non plus. L'IA, elle vient automatiser un bout d'une chaîne de valeur. Lorsqu'on fait du RPA, Robotic Process Automation, ou toutes sortes d'IA, y compris GPT et les Large Language Models, y compris ceux-là, ils viennent automatiser une bout d'une chaîne de valeur qui est construite sur quoi ? Des banques, des serveurs, des data centers, du Web 2, des services anciens qu'on a bâtis pendant les 20-30 dernières années. Et on met de l'IA dessus. Donc ça vient accélérer l'analyse de données, ça vient accélérer l'analyse de décision, mais ça ne fait pas une refonte du système, ça ne change rien dans le système, ça accélère votre travail et votre productivité. C'est bien, c'est indispensable, c'est même souhaitable, mais remarquez la superficialité de cette innovation, elle est juste très large, elle est juste très très large, transverse, mais elle n'est pas profonde. Alors que le Web3, il change tous les fondements. On redistribue les systèmes, on redistribue le rôle. Donc un projet qui va avoir quelque part des paradigmes du Web3, il va être un peu à contre-courant. Donc il est obligé d'aller combattre des géants existants. Donc il faut avoir cette mentalité. Vous voulez faire du Web3 quelque part, dans votre projet, dans votre cas d'usage qui est génial, j'en suis sûr. Vous allez avoir la mentalité de quelqu'un, encore une fois, je donne l'exemple d'Elon Musk, c'est le plus flagrant, qui va avoir Neil Armstrong, qui va dire « c'est de la merde ce que tu fais ». La première personne qui est montée à la Lune, il a regardé Elon Musk dans le congrès, il lui a dit « c'est de la merde ce que tu fais dans SpaceX ». Tu veux faire une fusée qui monte et qui redescend et que tu peux réutiliser ? C'est de la merde ce que tu fais, tu ne réussiras jamais. Il a pleuré, Elon Musk. Il n'a jamais insulté en face son grand fan, il est le plus grand fan. Et il lui a dit « en revanche, je vais te faire changer d'avis ». Et il a fait changer d'avis. Donc si vous voulez faire du Web3, malheureusement, vous allez être un peu à contre-courant de grands géants. En revanche, vous aurez besoin d'eux une fois que vous existez. N'oubliez jamais ça. Donc la mentalité des Bitcoin maximalistes, je suis un peu maximaliste, hein, je l'avoue, elle est un peu parfois contre-productive. À un moment, le métier bancaire existera toujours. Le métier, il sera changé grâce à vous, mais avec vous seul, non. Voilà, c'est ma conclusion. Ça ouvre sur tellement de sujets potentiels, mais c'est vrai qu'au niveau temps, on va être un peu plus limité. En tout cas, là, on a pu voir pas mal de points différents, donc différents types de manières de récolter de l'argent, soit par des entreprises, par des subventions, par des VC, un mélange également. Donc, comme le disait Hassan, il faut quand même un investissement initial. Après, on peut essayer de faire des combinaisons entre chacune. Il y a du prêt au zéro qui permet d'avoir un peu d'argent, qui permet de débloquer de l'argent par des subventions, la BPI et autres. C'est du temps. Beaucoup de temps, donc il faut s'entourer, il faut essayer. On va après faire un petit mot pour la fin éventuellement si vous voulez, s'il y a quelques questions on pourra y répondre. Si vous voulez un dernier petit mot. J'ai envie juste de faire un petit mot et j'aimerais bien si dans la salle il y a des petites questions auxquelles on pourra répondre vu la richesse et la qualité des panels auxquels on est présent. L'idée principale de faire un projet, on a besoin d'un capital, il faut que ça soit axé, gravé dans le marbre. Personne d'entre nous ne va faire un restaurant s'il n'a pas 1 euro. Et parfois, j'ai des échanges avec des entrepreneurs qui croient qu'ils peuvent faire des projets et devenir millionnaires avec 0 euro. Je leur dis, attendez, si tu veux faire un sandwich kebab, si tu n'as pas 250 000 euros pour le fonds de commerce, tu ne peux pas.
Et forcément, pour ta start-up qui va révolutionner le monde, il faut avoir un minimum de fonds. Ça commence par la love money au début. Après, ça va commencer par l'effort et l'investissement que chacun met de son train afin de rassurer les investisseurs. Après, c'est toute l'intelligentsia de chercher des subventions ou de sous-traiter des startups qui existent, qui sont payées pour ça, pour faire le financement non dilutif. Parfois en success fee d'ailleurs. Voilà. Et l'intelligence artificielle, et j'adhère complètement et je vois les paroles de Michel, ce n'est pas une technologie concurrente. Le bouleversement, le plus gros bouleversement, c'est du Web3. L'intelligence artificielle permet d'automatiser certaines choses. Elle permet aux développeurs d'être plus rapides. Elle permet certaines applications qu'on ne peut pas imaginer avant. Donc il ne faut pas se servir de l'intelligence artificielle et ne pas d'avoir un cas d'usage. Il faut absolument répondre à un besoin. Moi, mes règles d'or sont les deux. Répondre à un besoin ou améliorer un service. Si on a un des deux, on a déjà un marché qu'on a testé, on a fait une étude de faisabilité, on a quelque chose et là, le projet pourra réussir. Merci beaucoup pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire de... écoutez, oui, moi je pense que effectivement, les startups aujourd'hui, elles ont besoin de financement, ça c'est évident. Elles partent pas de zéro, ça c'est aussi évident parce que si nous-mêmes on n'y croit pas, c'est-à-dire si on met pas d'argent, ça veut dire qu'on ne croit pas déjà à ce qu'on fait. Donc il n'y a personne qui croit en nous, c'est évident. Maintenant, c'est pas suffisant. Il faut aussi que les startups soient accompagnées pour pouvoir exceller ou en tout cas alors je suis d'accord qu'il faut du client. C'est le minimum, je dirais, syndical qu'il faut quand on a une société, c'est pour vendre un produit à des clients qui vous rémunèrent. Et donc, une fois que la roue est partie, vous n'avez plus besoin de personne. Après, bon, soit si vous voulez racheter d'autres boîtes, etc. Mais intrinsèquement comme ça, vous n'en avez pas besoin. Donc, dès que ça commence à rouler, les clients, c'est largement suffisant. Et après, c'est d'autres stratégies d'entreprise qu'il faut éventuellement auxquelles il faut penser. Donc voilà. Donc ça. C'est ça la vie d'une entreprise, en tout cas d'une start-up. Il y a des artifices, par exemple Paynov et JEI, donc ça veut dire Jeune Entreprise Innovante. Il a fallu faire tout un dossier auprès de l'administration parce qu'on a un produit qui vaille le coup. Hein, donc ça vous donne aussi la possibilité, à partir de là, d'avoir 50% de charges salariales qui sont prises en charge, en charge par l'État. Après, vous avez des choses comme le CIR, qui sont les crédits impôt recherche, les crédits impôt innovation aussi, auxquels vous pouvez prétendre si vos projets sont justement éligibles, parce qu'il faut que ça soit éligible. Hein. Tous les projets ne le sont pas, mais ceux qui le sont, c'est quand même un plus. Et vous avez des crédits vraiment, notamment, par exemple, Paynov. On a tout ça, les trois là, le GEI, CIR et CII. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'on a un beau produit aujourd'hui. Sauf que il faut qu'on trouve des clients, et ça, c'est sûr que c'est les clients qui vont nous faire vivre. Et juste au passage, puisque je parlais tout à l'heure du Brésil, on a quand même notre token au Brésil aujourd'hui qui est worldwide. Hein, il n'est pas plus brésilien que français. Et donc, si vous avez l'intention, si vous voulez investir dans notre token, il s'appelle PNV et il est sur Telegram et vous pouvez le télécharger et vous en achetez et vous verrez, il vit sa vie actuellement, il monte, il descend, comme le Bitcoin. Peut-être qu'un jour, il sera le Bitcoin prochain. Voilà, merci. Et ceci n'est pas un conseil d'investissement et faites votre propre recherche. Hein. C'est important. Mais en tout cas, merci. Et voilà, ça complète bien encore sur d'autres éléments. Tu voulais continuer, Hassan ? Moi, pour mot de conclusion, je suis entré dans le Web3 un peu par hasard, mais j'aime ce monde de collaboration. Donc voilà, moi mon temps professionnel, sachez que 10% de mon temps c'est du mentorat, donc si l'un d'entre vous a soit juste échanger, pitcher, être challengé, voilà, c'est pas facturé, c'est du mentorat, donc n'hésitez pas, et je sais que beaucoup d'entre vous aident. Le Web3 par essence, c'est pour ça que j'aime aussi les propos de Michel sur la révolution, c'est aussi une révolution
éthique aussi dans la manière dont on travaille les uns avec les autres. Et je pense que beaucoup d'entre vous aident d'autres projets et je pense que ça, il faut qu'ils continuent. C'est très important de s'encadrer, parce que c'est des gens qui justement sont cette expertise et qui ont passé beaucoup de temps pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Là, le CIR, le projet innovation, c'est beaucoup de temps à obtenir tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc quand on peut se décharger du temps pour travailler sur le projet, c'est important, autant que faire se peut. Et Michel, Non, c'est bon, s'il y a des questions, peut-être avec plaisir. D'accord, très bien. Bah, écoutez, si vous avez des questions. Oui. Ce que je retiens, enfin, il y a différentes choses, mais dans ce que vous dites, c'est que finalement, la réussite d'un projet, ou plutôt du financement d'un projet, c'est d'abord la réussite de l'exemple. Il faut d'abord un exemple concret et lier l'exemple pour finalement gagner la confiance des investisseurs. Mais on a l'impression que dans ce monde technologique et le monde réel, il y a finalement un problème assez important de communication. Est-ce que les investisseurs ou ceux qui sont porteurs d'un projet n'ont pas un intérêt à aller finalement chercher dans des activités un peu basiques, manuelles, les besoins de ces activités, la boulangerie, la maçonnerie, quelque chose comme ça, et d'importer la technologie d'abord dans les besoins et finalement créer une sorte d'institutionnalisation du dialogue entre le virtuel et le réel. Parce qu'on a l'impression que c'est deux mondes différents. Lorsqu'on va à Vivatech, c'est que des gens qui sont de la tech. Mais est-ce que cette tech dialogue avec le bâtiment, avec tous ces corps de métier? Je prends pour exemple l'exemple de Vincent qui est très finalement calé sur l'activité de brasserie. Est-ce qu'il n'y a pas finalement ce rapport, ou plutôt créer les moyens de faciliter ce dialogue et de comprendre du coup le besoin de toutes ces activités réelles avec le virtuel et non pas éviter ce dialogue. Parce que on a l'impression que c'est deux... Votre prénom c'est Morand. Morand. Avant de laisser les amis répondre, je vais juste faire un commentaire sur la maturité du Web3 pour ce genre de cas d'usage. Il faut aussi ne pas oublier le fait que la technologie IA et la technologie Web3, ces deux révolutions, ont une maturité relativement limitée. Ils commencent à devenir matures. Mais effectivement, il faut aller sur le terrain. Je vous donne des exemples réels. Vous prenez par exemple le métier de la facturage ou le métier de la traçabilité dans le monde de la santé des pacemakers ou des produits de santé. C'est des cas d'usage réels sur lesquels on a travaillé. On est parti voir la haute autorité de la santé pour leur dire il y a des scandales parfois sur des pacemakers, vous faites des campagnes de rappel de ces produits. Donc il faut toujours être sur le terrain. Hein. Et une fois que vous essayez de faire le rappel, vous ne savez pas ils sont où. Ils sont installés dans quel corps, chez quel patient. On ne sait pas. Ce n'est pas traçable. Typiquement, là, vous dites, mais c'est parfait, c'est un meilleur cas d'usage pour le Web3, pour la blockchain. Si chaque acteur de la chaîne de valeur, lorsqu'on fabrique le produit, lorsqu'on le stocke, lorsqu'on le transporte dans des palettes, lorsqu'on le met dans des conditions de stockage particulières, en pharmacie, hôpitaux, patients, si chacun rajoute sur la blockchain un élément de traçabilité, le jour où on aura besoin, on aura une automatisation parfaite, carrément. Ils comprennent le cas d'usage, la haute autorité de santé comprenne le cas d'usage. En revanche, qui va faire le produit? C'est une chaîne de valeur très compliquée. C'est une chaîne de valeur grande, fabricants, hôpitaux, gouvernement. Il y a un joli livre qui s'appelle The Business Blockchain, écrit par quelqu'un qui s'appelle Maguire. Il a dit que les cas d'usage en adoption, donc pour les entrepreneurs, ne doivent pas commencer par ce genre de cas d'usage très compliqué. C'est l'idéal. Mais la maturité, elle n'est pas encore là de tous les côtés de l'étage. Il y a des formations, changements d'équipe. En revanche, les cas d'usage B2C, des cas d'usage plutôt B2C, c'est des cas d'usage qui sont le plus grand succès en termes de taux d'adoption, parce que là, vous avez besoin quasiment de personne. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de mettre un produit sur le marché, mais vous ne dépendez pas d'une chaîne de valeur que vous voulez changer. C'est exactement ce qu'a fait aussi PayPal. Lorsque PayPal s'est créé, il n'y avait pas de paiement sur Internet. Il n'y avait pas de paiement sur Internet. Il y avait la carte bancaire Visa dans les magasins. Donc, ils sont partis chercher des niches. Voilà. Après, je laisse les autres répondre à la question d'une façon peut-être plus appropriée. Peut-être deux éléments. Alors, la vulgarisation du discours, elle est fondamentale. Je pense qu'il y a aussi un peu ça dans le propos. Je pense qu'aujourd'hui, les projets ont compris ça. On voit plus trop de projets qui disent c'est génial, venez chez nous, on fait de la blockchain. Et je pense que ça a changé depuis 12-18 mois, heureusement. Nous, dans les projets que l'on fait, en tout cas, l'aspect technologique est un outil
est un moyen et pas un objectif en tant que tel. Il y a à nouveau, je pense que fait Selfbar et d'autres est un très bon exemple. Je suis pas actionnaire chez Selfbar, j'adore juste le projet. Deuxième élément, une fois qu'on a dit ça, on fait pas encore du pain avec du Web3. Quoique, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Web3 est aussi à nouveau un super outil pour ces métiers-là. Aujourd'hui, je suis une startup qui est Mintup, par exemple. En fait, la tokenisation ou l'INO, NFT Offering, c'est des outils qui permettent de déployer des capitaux sur des projets. Si demain, tu veux ouvrir une boulangerie, tu peux aller voir tes voisins en disant, écoutez, moi j'ai besoin de 30 000 euros. Venez acheter mon NFT qui représente un NFT égale une baguette. Et quand j'aurai ouvert, je vous la vendrai à vous 95 centimes, mais pas 1,30 €. Donc on peut faire de la levée de fonds sur le vrai monde, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sur alors on parle de digital, mais voilà, via de la fidélité, de loyalty. Donc le Web3 est un outil aussi pour ce monde-là. Malheureusement, peu l'ont compris. C'est pour ça que je cite Mintup, parce que je pense que c'est un projet, mais il y en a des dizaines d'autres qui font cela. Mais c'est la tokenisation ou la levée de fonds via du jeton, via une NFT, est un outil qui permet d'accompagner ces métiers traditionnels. Vas-y. Merci beaucoup Hassan. Je vais plus ou moins donner une nuance dans le même sens. Si vous allez voir les importateurs, vous leur dites voilà, j'ai une solution de paiement entre la France et la Chine qui permet de payer M. Zhou en 12 minutes votre marchandise en respectant toutes les incoterms et toutes les assurances et tout le transfert maritime, vous êtes millionnaire rapidement. Donc il y a des cas d'usage, mais il y a aussi les moyens de les réaliser. Le trade finance, c'est un sujet auquel je l'ai fait sur une conférence TEDx. C'est un cas d'usage auquel les banques ne veulent pas le perdre. Donc il y a des cas d'usage cachés. Il y a par exemple la signature, parce que quelque part, dans le trade finance, c'est un des cas d'usage auquel le gouvernement a fait un livre blanc, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et qui invite les entrepreneurs et les utilisateurs d'incorporer cette notion de cas d'usage de la trade finance. Donc au lieu de dire qu'il y a un truc virtuel qui ne fonctionne pas, il y a un grand besoin qui existe, mais qui n'est pas communiqué. Et c'est volontaire. Il y a des cas d'usage qui sont... Pas seulement les banques, hein. Je ne suis pas en train de dire que les banques c'est des méchants, c'est pas ça le propos. Il y a des personnes qui ne veulent pas dire qu'ils ont des cas d'usage, ils s'en sortent pas, mais ils ne veulent pas dire à tout le monde aidez-nous. Donc il faut vraiment chercher à aider les personnes à satisfaire leurs besoins. Et comme il a dit Hassan, je suis d'accord, avec Michel aussi, la blockchain ne sera plus citée comme technologie projet, elle sera sous-jacente. Je donne un deuxième cas d'usage. Les entreprises, c'est les plus grandes prêteuses, plus que les banques. Il y a un livre qui a dit le crédit interbancaire, c'est les entreprises qui se prêtent. Coca-Cola vous livre à vous, si vous êtes un supermarché, vous payez 45 jours, c'est du prêt. Donc si vous allez prêter d'une banque à une autre, ça sera la tokenisation financière, là vous avez un cas d'usage concret, vous répondez à une problématique, et pareil, votre entreprise va réussir. Donc il y a des choses qu'il faut observer, il faut être à l'écoute. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et là, vous aurez des projets qui fonctionnent. Par contre, faire des projets sous la tutelle de la technologie, et que finalement, il n'y a pas une base de clientèle, il n'y a pas une adoption, il n'y a pas une assurance, ça ne marchera pas. Je vois 3 points intéressants par rapport à ce que tu as mentionné, et pour répondre aussi également à la question, c'est qu'il y a plusieurs manières de se positionner, c'est-à-dire qu'on va développer une technologie. Un premier point, ça va être par exemple prendre le Bitcoin, c'est intéressant, mais c'est pas très scalable dans certains cas. Donc il y a des layers qui sont ajoutés pour gagner en vitesse, notamment avec le Lightning. Donc ça, c'est un premier point. Là, c'est l'infrastructure. Deuxième point, ça va être répondre à une solution. Par exemple, un business a besoin de mieux vendre ou d'accepter certains moyens de paiement. Donc là, on va essayer de réfléchir quelle technologie s'applique à ça. Et un troisième point, c'est optimiser la technologie. Et là, ça devient même de la recherche, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le rendement. Ça va peut-être coûter 10 fois plus pour 1% d'augmentation. Et là, c'est d'autres types de financement qui vont se faire, mais c'est plus pour optimiser la tech, qui éventuellement, c'est l'innovation, et plus tard pourra réduire les coûts via l'évolution et permettre de s'adapter beaucoup plus. Il y avait un point, Michel en plus également. Vous avez d'autres questions également? J'apporte le micro. Qui ici cherche des fonds ou ont besoin d'investissement ou a été en besoin d'investissement? Personne? Nous tous. Donc j'ai la chance d'être effectivement start-upper depuis quelques années, d'avoir effectivement réussi déjà à financer un premier projet de manière significative. Il n'en demeure pas moins que j'ai quand même toujours une certaine incompréhension de certains éléments.
On parle des subventions, donc effectivement, les subventions, on arrive à les toucher à la condition sine qua non de faire de l'innovation. Une réflexion sur la question. Il ne faut surtout pas aller faire de l'innovation. J'adore l'innovation, j'étais responsable de département innovation, donc je sais un peu de quoi je parle, mais ça ne sert à rien pour le business, ça ne sert à rien en soi pour le business. Soit on est chercheur, et j'ai aussi publié des papiers scientifiques qui n'avaient aucun but, mais alors là, de gagner à rien du tout, à part peut-être une crédibilité, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc pour faire de la recherche, effectivement, on peut aller chercher des subventions, aide à la recherche, crédit impôt, mais ce n'est pas une fin en soi, et là on est tous d'accord, hein, je ne vous apprends rien. En revanche, pour aller résoudre l'équation difficile, innovation ne veut pas dire recherche. Ça, on le sait aussi. Typiquement, lorsque, par exemple, je veux faire du paiement instantané, je vous donne un exemple réel. Hein. Pourquoi toutes les banques centrales se ruent, toutes les banques centrales à émettre un euro numérique sur blockchain public? C'est une annonce que je vous fais. Toutes les initiatives d'avant, c'était sur des blockchains privés, DLT de type Hyperledger. Entre eux, ça ne sort pas. Et ils ont compris qu'il faut quand même aller faire circuler cet euro, même si on contrôle son émission, le faire circuler sur des blockchains publics pour concurrencer Bitcoin et autres. Pourquoi ils sont, pourquoi ils sont partis faire ce genre de recherche, d'innovation? C'est parce qu'ils sont poussés à le faire par la concurrence. Donc si votre solution, elle a un marché, elle a un client, elle a des clients, c'est son première source de financement, elle est innovante pour ses clients, soit en termes d'amélioration du service, soit en termes de création de nouveaux marchés. L'argent viendra, la subvention viendra, la reconnaissance d'une innovation viendra, sans que ça soit forcément une recherche. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour la recherche pour mettre un produit sur le marché. Alors ça dépend du cas d'usage. Certains produits dans la santé ou dans la valorisation de certaines données ou dans la restructuration d'une industrie, oui, effectivement, ça nécessite de la recherche et du temps. Mais là, dans ce cas-là, le VC, ou en tout cas les personnes qui vont financer, vont comprendre les jalons, vont comprendre qu'il y a des étapes, exactement comme beaucoup ont fait. Hein. Mais typiquement, pour lancer une fusée, il fallait d'abord tester la fabrication, tester est-ce que telle caméra fonctionne avec telle intelligence artificielle, est-ce qu'on peut la faire voler, puis après, est-ce qu'on peut la faire atterrir, etc. Donc ça va dépendre de ce genre d'étape-là. C'est ma réflexion rapidement à cette question. J'ai juste rajouté quelques petites choses, cher Jean-Sébastien, auxquelles on a échangé, et j'apprécie beaucoup le nouveau projet auquel tu as apporté. J'allais dire, il faut absolument que l'équipe que tu cherches, en fait, ça vient de là. Il faut qu'elle ait la complémentarité et aussi les moyens de solliciter la love money autour d'elle. Si on a des personnes, en fait, je veux dire comme ça, si tu veux recruter une personne et tu as une deuxième, les deux répondent en matière de performance, mais le premier peut te faire un réseau, ouvrir un marché et avoir des fonds, et ben c'est le deuxième qu'il faut recruter. Et parfois, il y a beaucoup de responsables de projets qui ne voient pas la deuxième dimension. Donc il faut la voir parce que quand même, comme tu l'as bien signifié et tu l'as bien dit, c'est une traversée longue. Il faut avoir le souffle vraiment long afin de pouvoir le faire. Donc il ne faut pas le faire seul. Il faut mettre des critères sur les personnes qui t'accompagnent parce qu'une seule main ne peut pas applaudir. Il faut plusieurs personnes. Et c'est ça En fait, on est en train de chercher tous ensemble à la réponse à ta question. Mais parmi les petites pistes que je suis en train d'imaginer, c'est quelles sont les personnes avec qui je vais m'associer? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter dans la traversée de ce désert et par laquelle on va trouver une île magnifique avec plein de friandises. Mais en tout cas, on va traverser la chose et c'est la piste que j'ai envie de dire. Voilà pour le modèle. Alors, je comprends ce que tu ressens. L'équilibre est très compliqué à trouver. Après d'expérience, il y a premièrement, faut malheureusement pas aller à contre-courant si on cherche des fonds. Hein. Si on cherche des fonds, faut pas aller à contre-courant. Innovation, pas innovation. C'est-à-dire qu'on le voit, les VC, ils ont des thèses d'investissement. L'année, on est en bear market. Si on parle de Web3, ils veulent financer de l'infrastructure parce que c'est en finançant l'infrastructure, les rails, que derrière, on construit des projets. Donc, si on cherche de l'argent, si on va à contre-courant, on est juste plus seul. On a moins de chances, en tout cas, de trouver le relais. Puis, deuxième élément, faut savoir parler aux bons VC aussi. On voit quand même il y a de plus en plus d'expertise. Certains vont comprendre ton projet. Et parce qu'ils le comprennent, ils vont prendre plus de risques et peut-être plus facilement appuyer la thèse de ton projet. Donc il y a aussi faire la part des choses entre VC et VC. Certains savent accompagner des niches. Il y a des VC qui disent moi je fais de l'impact social.
On a vu récemment. Hein, bon, après, c'était intéressant de discuter parce qu'il disait impact social et il voulait pas investir autour de 5 millions d'euros. Alors je dis, waouh, des projets impact social qui font déjà 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le social. Hein. Je ne vous en veux pas en trouver beaucoup. Donc voilà, il faut ensuite parler aux bons VC qui comprennent votre projet parce que malheureusement, en effet, on peut frapper à beaucoup de portes juste parce qu'on ne parle pas aux bonnes personnes. Et le temps, c'est le plus important quand on est entrepreneur. Merci Antoine. On va arriver sur la fin, du coup. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. De toute manière, vous nous avez vus. Et n'hésitez pas à revenir vers vous si vous en avez d'autres. En espérant que vous ayez apprécié cette table ronde, tout autant nous on a apprécié la tenir. Donc merci à vous pour être présents. Merci à vous pour être venus. Et passez un excellent salon.